Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 324. Déjà, eh oui. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, bonsoir Édouard Balladur. Bonsoir, Monsieur Moiti. Je suis ravi de vous recevoir en ces temps de joyeuse liesse populaire. Croissance et pouvoir d'achat en berne, déficit en plongée, inflation, précarisation, délocalisation. Attention, les indicateurs de l'économie française, à l'exception notable, je le reconnais, des chiffres du chômage, 300 000 emplois créés tout de même en 2007, sont à l'image du président Sarkozy, en ce moment dans les sondages, dans le rouge. Que faut-il faire pour amener à la fois la croissance, la confiance et l'emploi durable? Déverrouiller, dit-on, disent certains surtout, notamment les patrons, et faire sauter les blocages pour imposer les réformes jugées nécessaires. À gauche, on pense plutôt qu'il faut plus que jamais réguler le marché, qui ne doit pas être un dogme de droit divin, ni une religion d'État, mais juste un outil, la mécanique dont il convient de se protéger. Alors, libéralisme, stop, ou encore, c'est le thème de l'émission, et vous venez de publier un article. C'était samedi, dans le monde daté de samedi 2008, l'année décisive, en même temps que vous venez de sortir un livre pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis. Et puis, tout le monde vous connaît, et tout le monde attend votre opinion sur cette crise comme ça, hein, le libéralisme, vos réflexions sur le libéralisme, que faut-il faire pour avancer dans les réformes, enfin bref. Vous aurez tout le temps de vous expliquer avec nous. Nous débattrons ensuite avec Maryse Dumas, numéro 2 de la CGT, l'économiste libéral Guy Sormand, qui vient de publier « L'économie ne ment pas » chez Fayard, Pierre Larouturou, j'arriverai à le dire, auteur, lui, du livre noir du libéralisme, et Robert Rochefort, le toujours pertinent responsable du CREDOC, qui vient de publier 2 rapports, l'un sur le pouvoir d'achat, ça tombe bien, et l'autre sur le commerce de proximité. Voilà, donc au cours de votre prestigieuse carrière, Monsieur le Premier ministre, vous fûtes aussi le mentor de Nicolas Sarkozy. Êtes-vous fier aujourd'hui de votre disciple que Denis Chambard décrivait comme le grand chambellan de la maison Balladur? Je suis très heureux qu'il ait été élu, je le souhaitais depuis longtemps. Et je crois qu'il a entrepris de façon courageuse des réformes importantes. On ne va pas les énumérer, on les connaît. D'accord, Mais il est vrai que depuis quelques semaines ou 2-3 mois, l'horizon s'est un peu assombri pour des raisons diverses. C'était relativement prévisible dans la mesure où il y a toujours il a eu des débuts glorieux et très louangeurs. La chute est vertigineuse, là. Et aujourd'hui, il traverse un moment difficile. Je suis persuadé, je le souhaite en tout cas, et je suis persuadé qu'il redressera la barre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Vous êtes fier ou pas fier de lui? Oui. J'aime bien son courage, son dynamisme, son non-conformisme aussi. Ça change. Bon, c'est une autre conception. C'est gentil pour Chirac, ce que vous venez de dire. Pour moi aussi, peut-être, vous pourriez dire. C'est une autre conception de la présidence de la République, plus adaptée sans doute à notre époque, très bien. Question de génération. Sans doute. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème est ce qu'on fait. Je vais vous citer quand même. Je vais vous citer parce que dans Le Monde daté de samedi, je faisais référence à votre 2008 année décisive, vous écrivez qu'il ne faut pas changer de cap, mais adapter la méthode et le rythme. C'est-à-dire qu'il serait à contre-temps, il n'aurait pas le sens de la mesure? Non. C'est-à-dire que je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que 2008 va être une année très importante pour la France et pour Sarkozy. Parce que je pense que c'est au cours de cette année 2008 qu'on va voir si la France prend le bon chemin du redressement et de la réforme et du changement, et si Nicolas Sarkozy la conduit sur ce bon chemin, ce que je souhaite. Donc ça va être très important. Et on va encore avoir quelques semaines difficiles. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Je ne sais pas quel sera le résultat des élections municipales. Il est peu probable qu'il y aura lieu de crier victoire pour qui que ce soit, peut-être. J'ai l'impression qu'on va... Enfin, on dit qu'on va crier plutôt victoire à gauche qu'à droite. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, en effet. Confirmez cette rumeur. Je confirme la rumeur, mais nous verrons bien si elle est juste. Bon. Bien. Alors après, il faudra repartir de bon pied. Et pour ça, d'abord, il ne faut pas se laisser décourager.
Parce que des hauts et des bas, c'est des choses fréquentes, ça arrive. Vous-même, vous avez connu ça. J'en ai connu, il y a des bon. Bon. Et donc, il faut absolument repartir du bon pied. Que faut-il faire pour ça ? Il me semble qu'il faudrait, j'ai l'air de donner des conseils, ce que je n'aime pas beaucoup, parce qu'après tout, chacun fait comme il l'entend. Vous fûtes le mentor de Nicolas Sarkozy. Oui, mais ce n'est pas une raison, ça, c'est le passé. Mais il vous écoute, là, il est là, comme ça. Il vous écoute. Je pense qu'il faut dire aux Français clairement, dès le mois de mars, c'est-à-dire une fois passé cet épisode des élections municipales, voilà tout ce qu'on va faire en 2008. Et ne pas ralentir les réformes. Mais plutôt les accélérer ? Oui, les accélérer peut-être pas, parce qu'on a déjà fait beaucoup, il faut continuer à en faire beaucoup. Mais ne pas les ralentir. Mais ne pas les ralentir, c'est-à-dire que là, par exemple, on a l'impression qu'on les ralentit, puisque certains disent Sarkozy se chiraquise, c'est Chirac en rébal, autant de gracieuseté. Vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est de la polémique. Les taxis grognent, toc, on arrête l'histoire des taxis. Oui, non, mais ça, c'est parce que ça n'a peut-être pas été très bien présenté. Je ne crois pas qu'on ait arrêté l'affaire des taxis. Je crois qu'on a dit on va discuter avec eux pour voir comment on peut faire pour qu'ils ne perdent pas d'argent sur les licences dont ils sont propriétaires et qu'ils acceptent une réforme. J'ai cru comprendre que c'était la direction que prenait François Fillon. Mais on cale un peu. C'est-à-dire on fait des annonces, on y revient, on fait des annonces, on y revient. Personne n'avait fait d'annonce sur les taxis. Non, je parle pas des taxis, mais en général, on a cette impression de... Vous savez, l'action, c'est une adaptation perpétuelle. Donc, il y a eu beaucoup de choses de faites depuis 6-8 mois, beaucoup de réformes. J'ai dit tout à l'heure que je n'allais pas les énumérer, mais vous allez m'obliger à les énumérer. Non. Bon, alors je ne le fais pas. Mais par exemple, prenez-en une. Alors je ne le fais pas. Par exemple, la réforme de l'université. Par exemple, la réforme des régimes spéciaux. On cite toujours la réforme de l'université. Oui, et la réforme des régimes spéciaux. Bon, alors on dit c'est pas assez. Hein. Elle a été faite et elle est bien passée. Alors maintenant, en 2008, devant nous, nous avons un problème très important, c'est le déficit budgétaire. Et je voudrais dire combien je suis, je dirais, contraire à l'opinion selon laquelle, puisqu'il n'y a pas une bonne croissance, il ne faut pas réduire le déficit budgétaire. Je crois qu'au contraire, c'est la condition pour retrouver la croissance et pour avoir en Europe une autorité dont nous avons besoin. Puisque le président va être président de l'Union. Puisque le président de la République va présider l'Union européenne, il est évident que nous ne pouvons pas dire à la fois nous voulons de la gouvernance économique en Europe et se coordonner, et être ceux qui se coordonnent le moins avec les autres parce qu'ils ne réduisent pas suffisamment. C'est un avertissement que vous faites sur le plateau de riposte. Un avertissement ? Non, je dis... C'est une sorte d'avertissement. Écoutez, alors cessez de me poser des questions. Si vous pouvez transformer tout ce que je vais dire en avertissement, vous me demandez ce que je pense. Je vous dis ce que je pense. Bien. Arrêtez avec les déficits. Je pense qu'il faut réduire les déficits vraiment de façon très active. Je pense en second lieu qu'il faut faire toute une série de réformes dans le domaine. D'abord, il y a des réformes qui s'imposent en matière d'âge de la retraite. Il y a une étape qui est prévue en 2008, n'est-ce pas ? Il faut que cette étape soit franchie normalement. Il faut faire la réforme de l'État, ce qui permettra, ça paraît une formule creuse, dit comme ça, il y a beaucoup de choses concrètes derrière, ce qui permettra d'ailleurs de réduire les déficits. Il faut voir quel est l'avenir de la protection sociale et faire des choix. Autrement dit, je voudrais que l'année 2008 fût, aux yeux des Français, l'année des choix, parce que je crois que ce serait une erreur d'interpréter la morosité du climat actuel comme signifiant que les Français ont peur du changement. Moi, je ne le crois pas. Et ce qui me réconforte, je ne vous le cache pas, quand je regarde les sondages et qu'on dit que Nicolas Sarkozy a un moment difficile qu'il traverse, il y a quand même... Oui, mais il y a une chose qui demeure, c'est que pour les Français, il est celui qui est le plus en mesure et le plus apte à faire les changements et les réformes. Et ça, c'est très important. En même temps, 58% des Français se défient de sa politique économique. Oui, mais il considère que c'est lui qui est le plus capable de faire les réformes. Et ça, c'est, si j'ose dire, son capital moral et politique le plus important. Mais est-ce qu'il n'a pas été un meilleur candidat qu'un meilleur président pour l'instant ? Écoutez, vous ne pouvez pas il a été un très bon candidat, je peux le dire, moi qui n'ai pas été élu dans d'autres circonstances. On verra bien au bout des 5 ans, on verra bien au bout de 5 ans ce qu'il aura fait. Et j'espère qu'il aura rempli son contrat avec les Français. Ils l'ont élu pour le changement. Et parce que c'est un homme qui leur a donné l'impression, juste à mes yeux, qu'il avait l'autorité et le courage pour le faire, 2008 doit être l'année décisive, comme je le dis. Sinon, vous terminez votre article en disant « Tous les moyens sont encore dans ses mains ». J'aime bien ce « encore », c'est-à-dire que ça peut ne pas durer. Rien ne dure toujours.
Rien ne dure toujours. Il y a eu un moment où même De Gaulle, on a célébré avant-hier son mémorial, à un moment, il n'a pas eu la force politique de faire tout ce qu'il voulait. Il a encore la force politique, Nicolas Oui, Sarkozy. il l'a, certainement. Il l'a parce qu'il vient d'être élu, parce qu'il a l'âge qu'il a et parce qu'il a le caractère qui est le sien. On va passer, je vais vous poser quelques questions comme ça d'actualité, comme on dit. Ne trouvez-vous pas que Nicolas Sarkozy fait parfois des propositions étranges? Était-il opportun de vouloir confier à des gamins de CM2 la mémoire des enfants juifs morts pendant la Shoah? Qu'en pensez-vous? Ça m'a surpris, pour être sincère. Je comprends parfaitement qu'on cultive la mémoire d'événements aussi horribles pour que vraiment tout le monde en prenne bien conscience. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Simone Veil, qui m'a donné également son sentiment, qui était tout à fait proche du mien. Elle dit c'est inimaginable, insoutenable et injuste. Oui, alors cela étant, je pense qu'on s'achemine vers une solution qui va être une solution plus raisonnable, si je puis dire, et moins, qui heurte moins certaines sensibilités. Et dans ces conditions, je crois qu'on va arriver à une solution. Bien. Enfin, pourquoi fallait-il le dire ça? Écoutez, quand on agit tous les jours, qu'il faut tous les jours prendre des décisions, on ne peut pas toujours être à 100% exactement dans l'axe qu'il faudrait. Bon, voilà. Bon, on va continuer. Je n'aurais pas fait, moi, cette proposition. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes croyant et pratiquant, je crois, ça vous regarde, puisque vous avez dit vous-même que la religion appartient à la sphère du privé. Je vous cite. Que pensez-vous des prises de position présidentielles sur la laïcité et la place des religions dans la République? Faut-il, comme dirait le président, positiver la laïcité? Ça veut dire quoi, d'ailleurs? Je trouve qu'il a le droit, contrairement à ce que j'entends dire, il a le droit de parler de religion. Ce n'est pas interdit par la laïcité. Pourquoi lancer un tel débat? Attendez. Oui. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité, c'est la tolérance. C'est le respect des autres. Oui. Voilà. Et on a le droit de dire, je suis tolérant, je respecte les autres, mais moi, voilà ma conception. C'est même la condition même de la tolérance. Quand je pense qu'on l'a prise à partie dans cet appel ridicule des 14 la vigilance de la République, l'appel à la vigilance de la République. Voilà. Est-ce que la République est en paix? Un ancien Premier ministre comme est-ce vous, est-ce que la République est en danger? Enfin, c'est absolument ridicule. Ce sont des excès de langage qui ne nuisent qu'à leurs auteurs. Ni la laïcité n'est pas davantage en danger. C'est la tolérance, la laïcité. Et je ne crois pas qu'on puisse reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir fait preuve d'intolérance. Bien. Alors, cela étant, je vais aller dans votre sens. J'ai pas de sens. Oui, vous avez un sens caché quand même. Mal caché. Mal caché. Dites que je suis un mauvais acteur. Non, il ne faut pas, parler de Dieu tous les jours. Voilà. Il aurait bien fait de s'abstenir. Non, mais il a dit ce qu'il avait à dire. Bon, maintenant, on peut passer à d'autres sujets. On passe à d'autres sujets. On entend beaucoup les conseillers du président, Claude Guéant, Henri Guénaud, et maintenant Emmanuelle Mignon, cette directrice de cabinet qui entre en scène. Bienvenue au club, mademoiselle Mignon. Elle s'est exprimée, elle, sur les sectes qui seraient, je la cite, un non-problème. Polémique, cataclysme, que disent cataclysme, tsunami. Alors, s'exprimer, c'est un métier, a dit un expert. Jean-Pierre Raffarin, un de vos amis, partagez-vous le jugement de Jean-Pierre Raffarin? C'est pas un jugement, c'est une affirmation. Oui, il dit c'est un métier. Moi, j'aurais pas dit que s'exprimer c'est un métier. Vous avez dit quoi? J'aurais dit que c'est un talent. Parce que métier, ça fait un peu fabriqué, un peu appris, c'est un talent. Elle n'a pas eu ce talent-là, Emmanuelle Mignon? Moi, j'aime beaucoup Emmanuelle Mignon. Je la connais, c'est une femme très intelligente et très honnête intellectuellement. Et c'est pas ça qui est en question. Oui, enfin ça compte quand même, ça compte. Et ce qu'elle a dit, je pense qu'elle a exprimé une vraie préoccupation. Alors, a-t-elle ou pas donné cette interview dans les termes que l'on a dit? Je n'en sais rien. D'ailleurs, ce n'était pas une interview, ce sont des propos rapportés, qu'elle a rectifié après coup. Alors venons-en au fond de cette affaire des sectes. Si vous voulez bien. Pas problème, mais... Voilà, il y a un problème des sectes, c'est évident. Quand elle dit ou bien elles font quelque chose d'illégal, il faut les interdire, ou bien elles ne font rien d'illégal, c'est la liberté de conscience. Personne ne peut contester ce qu'elle dit. Toute la question est de savoir si l'effort des pouvoirs publics de lutte contre les sectes, car il faut lutter contre les sectes, est suffisamment organisé et suffisamment efficace. Et précis. Alors, il faut renforcer les moyens de lutte, eh bien, il faut les renforcer, car je crois que très souvent, les sectes, ce n'est pas uniquement une sorte de déisme un peu vague, de philosophie parfois même un peu simplette, ça me permet de le dire en passant. Mais souvent, ça conduit à utiliser des moyens détournés. La suggestion mentale. Pour violer des consciences faibles et exploiter des êtres
sans défense. Et ça, vraiment, il faut le réprimer sans l'ombre d'une indulgence. Et il ne faut pas que la religiosité ou la spiritualité puisse servir d'alibi à des comportements qui sont parfaitement immoraux. Mais ne faudrait-il pas aussi que les conseillers parlent un peu moins, parfois? Oui, de mon temps, on ne parlait pas. Mais je suis un homme du passé. Je vous parle d'un temps que les jeunes, Je etc. suis un homme du passé. Mais vous auriez dit, chut, silence dans les rangs. Quand j'étais Premier ministre, on ne parlait pas autour de moi, non. Mais enfin, je répète, c'est une autre conception des choses. On ne peut pas toujours dire « Ah, un tel faisait pas comme ça il y a 30 ans, un tel faisait pas comme ça il y a 20 ans. » Ben oui, mais les choses évoluent. Et justement, la question est de savoir si notre conception de la République, même sur le plan formel, sur le plan des attitudes, ne doit pas évoluer avec notre époque. Vous pensez ce que vous dites là, ou vous dites ça parce qu'il faut le dire? Non, je le pense. Je le pense parce que je veux me forcer un peu à le penser. Oui, c'est ça. Là, je sens le service commandé. Non, c'est bien, c'est un changement de génération. Ben, c'est vrai, d'ailleurs. Oui, d'accord, mais enfin, en même temps, vous n'en pensez pas un mot. Si, je le pense, mais je ne le ferai pas, parce que je crois que j'en serais pas capable. C'est mon avis. Voilà. C'est pas uniquement une question de génération, c'est une question de rapport à la politique, comme disent les gens. Oui et non, c'est aussi une question de génération. Il est certain que l'attitude vis-à-vis de la politique, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la société a beaucoup changé depuis quelques années. On va parler de l'héritage de mai 68, par exemple. Je m'en réjouis déjà, vous êtes un acteur important. C'est certain que ça a changé les choses. Ouais. Voilà. On ne peut pas en rester au même point. Oui, d'accord, on ne peut pas rester au même point, mais enfin, vous êtes totalement hostile à ça. Voilà. Que pensez-vous de l'ouverture, par exemple? Vous êtes pour ou contre? Tout à fait pour. Tout à fait pour. Ça vous êtes d'accord. Que l'aviez-vous fait? J'étais dans une position un petit peu plus délicate. Moi, j'étais Premier ministre de cohabitation. Et j'avais déjà cohabité avec monsieur Mitterrand, monsieur Chirac et monsieur Giscard d'Estaing. Ça fait beaucoup pour un seul homme. C'était quand même déjà suffisamment compliqué. Chaque matin, vous dites, allez, on y va. Suffisamment compliqué. Oui. Je suis tout à fait partisan de l'ouverture, mais à deux conditions. Et je l'ai dit et répété d'ailleurs. La première, c'est que ça ne conduise pas à modifier le projet politique, et ça n'a pas conduit à modifier le projet politique. Et la deuxième, c'est que ça se fasse au bénéfice, si j'ose dire, d'hommes et de femmes qui apportent quelque chose de nouveau et de supplémentaire. Et c'est le cas. Cela étant, il faut aussi respecter un certain équilibre. On ne concevrait pas un gouvernement dans lequel plus de la moitié des ministres seraient des ministres d'ouverture et moins de la moitié des ministres issus de la majorité parlementaire. Celle-ci le prendrait peut-être pas toujours très bien. Et là, donc, ça risque de grogner sec, et ça grogne sec. Oh non, on n'en est pas là. On n'en est pas là quand même. Il y a 3-4 ministres d'ouverture. Bon. Oui, quand même. 25. Si après les municipales remaniement et on fait ouvrir encore 5-6 ministres d'ouverture, etc. On verra bien. Votre patience connaîtra-t-elle ses limites? Ne dites pas venez orage désiré, monsieur Poitiers. Mais Jacques Lang, Allègre, enfin autant de perspectives réjouissantes pour vous. Une personnalité parfaitement respectable. C'est vrai que Jacques Lang est un de vos collègues, enfin quasiment dans votre commission, la commission que vous présidiez. Oui, il était membre de la commission que je présidais. La France met autant d'impatience à se réclamer des changements que d'obstination instinctive à s'y refuser. C'est de qui? Georges Pompidou, tac, que vous citez en 1994 dans la revue des Deux Mondes. L'analyse est-elle toujours valable? Non. Non? Non, je crois que la France a maintenant compris qu'il fallait changer. Qu'est-ce qui a Et ça explique l'élection de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Vous croyez qu'il a été élu il n'a pas été élu pour travailler plus pour gagner plus? Eh bien, c'est un changement, ça. Non. Comment non? Non, qui travaille plus pour gagner moins? Ben oui, enfin, c'est un changement, ça veut dire un changement de notre législation sociale et économique. C'est un vrai changement et c'est pour ça qu'il a été élu. Et c'est ce qui justifie mon optimisme pour l'avenir. Mais oui, parce que je suis persuadé que les Français, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, ne sont pas du tout un peuple ingouvernable. C'est, vous savez, la litanie classique. Ben c'est un peu ce que je vous citais, là. Oui, non, je ne le pense pas. On peut réformer ce pays dans le sens où vous dites, vous employez, vous, le mot réforme, parce que, rappelons que vous êtes libéral. Et qu'est-ce que c'est qu'être libéral, selon vous, en 2008 ? Ça veut dire réponse courte à une question ample, mais on va aller au débat, là. Réponse courte, ça veut dire penser que la liberté est plus efficace que la contrainte, première chose. Pour tout le monde ? Pour tout le monde, mais ça veut dire, deuxième chose, que la liberté ne doit pas être l'anarchie et qu'il faut des règles du jeu et que tout le monde respecte. Je pourrais vous en citer de multiples exemples. La crise monétaire, la crise des subprimes. On peut être libéral, là, dans ce contexte-là. Mais non seulement c'est ça le libéralisme. D'accord. C'est le contraire de la loi de la jungle. C'est pas la liberté uniquement pour les plus riches et les plus puissants. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, je m'y attendais. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'ai lu un jour un article de M. Greenspan,
l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, qui dit « Oh, la réforme est difficile en France, et les Français, ils sont contre le marché. » Songez, Édouard Balladur a déclaré « Le marché, c'est la loi de la jungle. » Alors j'ai écrit à M. Greenspan, je lui ai dit « Écoutez, mais dites-moi donc où est-ce que vous avez trouvé cette citation ?» Il m'a répondu très gentiment, parce que nous connaissons, dans le Financial Times. Je lui ai dit « Écoutez, ce n'est pas la bonne citation. » J'ai dit « Je suis partisan de la liberté, mais une liberté et un marché sans règles, c'est la loi de la jungle. » Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, je l'ai toujours pensé. Et la liberté dans le domaine social, économique, politique, moral, doit comporter des règles, faute de quoi elle devient l'oppression du fort sur le faible. C'est aussi simple que ça. Avant de rejoindre les autres invités, tout de suite, je vous propose d'écouter Olivier Cadic. Qui est Olivier Cadic? Vous allez me dire, je vous réponds, c'est le patron de la société Cinebook, qui demande, comme vous, plus de libéralisme, si j'ai bien entendu. Et cet homme prétend qu'il a tant souffert des lourdeurs françaises qu'il s'est, contrairement à vous, à ma plus ample connaissance, exilé en Grande-Bretagne. Écoutez-le, c'est une sorte de Radio Londres, ici, Radio Londres. Écoutez Olivier Cadic, et nous rejoignons nos invités. En 1997, j'ai découvert par hasard qu'en Angleterre, le taux de charge sociale sur les salaires était de 10%, comparé à la France, 48%. Le résultat pour mon entreprise, c'est que je faisais 50 000 € de bénéfices en France. En Angleterre, je faisais 150 000 € si je déplaçais mon entreprise. Donc, mon seul choix, c'était de devoir partir. En Angleterre, pour le même nombre de personnes vivant, 60 millions de personnes, comme en France, on a 1 million d'entrepreneurs en plus. Eh bien, si on avait 1 million de fonctionnaires en moins en France, qui étaient 1 million d'entrepreneurs, eh bien, je pense que ça marcherait beaucoup mieux, qu'il y aurait beaucoup plus d'argent pour tout le monde. On n'aurait pas un déficit de l'État comme on le voit aujourd'hui. Osons peut-être le Karcher sur la dépense publique en France. Osons le Karcher sur la dépense publique en France. Osons. Madame Dumas, ça vous réjouit tout ça, c'est des phrases qui vous réjouissent. Je suis ravi de vous recevoir. J'espère que le monsieur que nous venons d'entendre n'aura pas de problème de santé. Et qu'à ce moment-là, il ne souhaitera pas être soigné plutôt en France qu'en Grande-Bretagne, comme beaucoup d'habitants de Grande-Bretagne le souhaitent, parce que justement, comme on n'investit pas suffisamment dans les dépenses sociales, comme on ne met pas suffisamment à contribution les richesses produites en Grande-Bretagne, eh bien, on a des services publics et une protection sociale en mauvaise santé. Monsieur Balladur, cet homme illustre votre propos tout à l'heure, bien que vous ne soyez pas exilé en Grande-Bretagne. Oui, enfin, je n'ai pas pris l'exemple de la Grande-Bretagne. Madame Dumas a raison, la Grande-Bretagne n'est pas nécessairement un modèle en tout, c'est évident. Mais je répète ce que j'ai déjà dit, c'est que nous avons un besoin impérieux de diminuer nos dépenses publiques, impérieux, si nous voulons continuer à créer des emplois et à résister à la concurrence internationale. Monsieur Laroutourou, comment vous réagissez? Ce que vient de dire Mme Dumas, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, effectivement, les cotisations sont plus faibles en Angleterre, mais le nombre de gens qui attendent une opération depuis plus d'1 an ou ils ont un problème, il faudrait faire un scanner, on leur demande d'attendre 8 mois pour faire un scanner. Donc peut-être qu'il y a quelques économies à faire en France, mais je suis content d'avoir un système de santé ou un système d'éducation ou d'université qui fonctionne. Un autre point, l'an dernier, la France a attiré plus d'investissements dans son industrie qu'en Grande-Bretagne parce qu'on a un bon niveau de formation, de productivité, on a des TGV, on a des autoroutes bien entretenues, et maintenant on voit des patrons anglais qui disent nos infrastructures sont nulles, alors qu'en France... Vous ne trouvez pas que c'est à la mode ce que dit ce patron? Allez, c'est ce qu'on entend, honnêtement. C'est du court terme. C'est du court terme. Non? Peut-être avec votre talent. Non, c'est à la mode parce que c'est vrai. C'est à la mode parce que c'est vrai. Monsieur Sormand, l'économie ne ment pas. Mais ce qui me gêne dans ce reportage, c'est que chaque fois que l'on veut parler du libéralisme, on nous projette des images du monde anglo-saxon. Sous-entendu, le libéralisme, c'est bon pour les Anglais, c'est bon pour les Américains. Donc on essaye, je dirais, d'exiler cette pensée comme si elle n'appartenait pas à la tradition française. Or, je crois, là-dessus, on rejoint évidemment Édouard Balladur, il existe une tradition française du libéralisme qui n'est pas la tradition anglo-saxonne. La tradition française du libéralisme est fondée sur un certain nombre d'institutions. Et des équilibres. Des équilibres et des institutions. Et ce que l'on essaye de faire, l'homme politique ou l'intellectuel ou l'économiste, ce qu'on essaye de faire, c'est de modifier le paysage économique de manière à ce que ce monsieur ne soit pas obligé de partir en Grande-Bretagne. Mais je m'insurge contre une certaine malhonnêteté de ce reportage, car c'est toujours la Grande-Bretagne et les États-Unis qui sont projetés comme modèle. Et moi, ça ne m'intéresse pas comme modèle, ça m'intéresse comme expérience. Parce que ce monsieur dit des choses que beaucoup de patrons ici vous disent, on ne peut rien faire.
on ne peut rien faire, on est trop corseté, etc. C'est ce qu'on entend, vous savez bien. Vrai. Non, mais Oui. c'est également... Trop de charges, etc. C'est également vrai. Alors, la question française, c'est pas celle de la croissance. Sans vouloir contredire Édouard Balladur et le discours dominant. La croissance est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, parce qu'on est très tributaire de l'économie mondiale. Ce que l'on maîtrise, c'est le dynamisme. Et ce que les libéraux souhaitent rétablir en France, c'est le dynamisme. Merci, monsieur Rochefort. Je peux vous avancer dans le débat avec vous ? Bien sûr. Allez, on y va. Nicolas Sarkozy est-il, selon vous, un vrai libéral ? Non, je crois que c'est une rencontre entre quelqu'un qui est plus libéral que ses prédécesseurs, mais qui en même temps intègre le modèle français, qui est un modèle qui n'est pas du tout libéral finalement. Il est beaucoup plus libéral que Jacques Chirac, et évidemment que François Mitterrand. Mais par exemple, il est en même temps pour un interventionnisme de l'État assez fort. Il est tout à fait, il tient compte de Français. Moi, je pense tout de même qu'il faut dire que la spécificité française, c'est d'être très très réticent à l'égard du libéralisme. Le monsieur qu'on vient d'entendre, il correspond à 3 îlots. Il y a 3 îlots de gens qui se réclament du libéralisme et qui sont fiers de l'être. Il y a les gens qui sont dans les sociétés internationales et qui sont au top de ces sociétés et qui bénéficient de tout un tas de systèmes, qui sont obligés de voyager à travers le monde. Il y a les jeunes, ça c'est très récent, les jeunes diplômés des écoles de commerce qui d'ailleurs sont allés faire un stage dans différents types de pays, qui montrent une France plus ouverte vers l'extérieur que nous l'étions avant. Et il y a en partie certaines professions libérales, pas toutes, mais regardez d'ailleurs, c'est très intéressant quand on regarde le libéralisme à la française. Je ne sais pas si c'est ça ce à quoi faisait référence Guy Sormand, mais regardez la médecine libérale en France. On associe à médecine libérale quelque chose qui finalement n'est pas tellement libéral, est très organisé par l'État, est très protégé, avec quasiment une politique des revenus maintenant vis-à-vis des médecins. Et ça, c'est toute l'ambiguïté de la France. Moi, je crois que la France est foncièrement, et depuis très longtemps, à cause de beaucoup de choses dans ses traditions, très peu ouverte au libéralisme. Oui, mais d'accord. Reprenons. Sarkozy est-il un vrai libéral ? Et ensuite, Madame Dumas. Oui. Moi, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est le programme. Et là-dessus, Sarkozy a été élu Nicolas Sarkozy, a été élu sur le programme le plus libéral certainement de tous les présidents. Et mon regret, c'est que ce programme ne soit pas appliqué de manière extraordinairement claire. Est-ce que je peux donner, parce qu'on est dans les mots très abstraits, là, je peux revenir sur l'histoire des taxis, parce que je la trouve complètement exemplaire. Mais en un mot, pour bien dire qu'est-ce que c'est que le libéralisme et qu'est-ce que ça n'est pas. Parce que quand la commission Attali a proposé, si vous voulez, d'ouvrir la profession de taxi, tout le monde a dit c'est la libéralisation de la profession de taxi. Le libéralisme, c'est pas ça du tout, c'est le contraire. Le libéralisme consiste à respecter la propriété privée. Or, à l'évidence, on spoliait des artisans et on détruisait leur propriété privée. C'est comme ça que ça a été ressenti. Deuxièmement, la commission Attali imaginait, parce qu'elle était composée de gens très intelligents, qu'elle pouvait dessiner l'avenir de la France. Or, le libéralisme, le libéralisme, c'est pas du tout ça, justement. Le libéralisme, c'est de créer des conditions objectives, des institutions qui vont permettre à des entrepreneurs d'inventer des métiers nouveaux, et il n'appartient pas à des intellectuels, des économistes et des hommes politiques de dessiner la France de demain. Ça, c'est la planification, c'est le contraire de la pensée libérale. Madame Dumas, je vous ai vu sursauter. Oui, 2 fois. On vient de nous dire que le libéralisme, c'est respecter la propriété privée. Or, justement, cette propriété privée est plus que respectée en France. Je voudrais faire remarquer que les salariés sont assujettis à 44% pour les dépenses sociales. Par contre, les revenus du patrimoine, eux, ne le sont que de 23%. Et en plus, on sait que la plupart des inégalités sociales qui se creusent en France sont précisément des inégalités liées au patrimoine et non pas liées aux revenus du travail. La deuxième chose, c'est quand on dit interventionnisme de l'État. Justement, le président de la République prétend avoir un interventionnisme important, mais ce qu'il faut regarder, c'est surtout la nature de cet interventionnisme. Or, c'est un interventionnisme qui protège les entreprises, qui protège le capital et qui fait appel à l'impôt, enfin aux ressources émanant des contribuables, donc beaucoup des salariés, pour se substituer aux entreprises. C'est ce qu'on voit avec les 30 milliards d'allègements de cotisations sociales patronales qui sont payés par le contribuable, qui vont dans les poches des entreprises sans qu'on sache à quoi ça sert. Ça, c'est libéral. Mais c'est ce qu'on voit aussi, absolument, c'est ce qu'on voit aussi. C'est surtout inutile, les diverses lois dites pour le pouvoir d'achat
dont tout le monde constate aujourd'hui qu'elles n'améliorent pas le pouvoir d'achat et en particulier qu'elles ne permettent pas de reconnaître la valeur du travail. Mais ces lois, elles ont pour caractéristique d'essayer de dispenser des miettes de pouvoir d'achat, mais en le faisant payer soit par les contribuables, soit par les assurés sociaux en termes d'allègement de cotisations, mais surtout d'épargner les profits, de ne pas toucher à la répartition des richesses dans les richesses produites entre le travail et le capital pour aller vite. Donc ça me paraît être très libéral. Oui. Monsieur Laroutourou, sur ce point précis. Je crois qu'on va voir après les municipales ce que vraiment faire Sarkozy en termes de libéralisme. J'ai sous les yeux... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Guillaume Sarkozy, vous connaissez Guillaume, le frère de Nicolas Sarkozy, qui est DG d'un groupe d'assurance santé. Oui. Bon, et qui disait il y a quelque temps qu'on allait avoir bientôt des bouleversements majeurs dans le domaine de la santé. Et François Fillon explique que la bonne piste, c'est de compléter le système avec des dispositifs d'assurance privée. Voilà. Donc on va, après, jusqu'au municipal, ils font ça, on négocie, bon. Et après les municipales, ils vont y aller, par exemple la santé, il y a un déficit, et bien tant pis pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, et ceux qui le peuvent prennent une assurance privée. On va vers des bouleversements. C'est vraiment le modèle américain. Nicolas Sarkozy a souvent parlé du modèle américain, de la fluidité, de la croissance, qui est en fait liée à la dette. Il y a un an, il expliquait, je veux développer le crédit hypothécaire. J'ai apporté un truc quand même assez monstrueux. Quand on demandait à Nicolas Sarkozy, fin 2006, comment allez-vous relancer la croissance, il disait, je veux développer le crédit hypothécaire en France, c'est ça qui a nourri la croissance aux États-Unis. Donc, ce qui fait, alors que tout le monde a peur d'une récession aux États-Unis, que Greenspan a encore dit cette semaine. Les fameux subprimes. L'idée, c'est de pousser les gens à s'endetter. Plutôt que d'augmenter les salaires, on accepte la précarité. Tant pis ceux qui n'auront pas d'assurance santé, tant pis ceux qui n'auront pas d'assurance retraite. Attendez, je n'invente pas les citations. J'ai les citations sous les yeux. François Fillon qui dit « Je veux développer des systèmes d'assurance privée ». C'est François Fillon dans Les Échos. C'est consternant. Vous consternez, M. Balladur. Il n'y a pas de tradition libérale forte dans le domaine politique en France. La France a l'originalité d'avoir d'abord une gauche qui n'est pas libérale, mais ça, j'allais dire que c'est assez normal, encore que l'apologie du marché commence à se répandre dans les milieux de gauche. Mais ce qui est plus étrange, c'est que la droite a au moins une bonne partie d'entre ses membres qui sont hostiles au libéralisme, pour des raisons diverses, aux traditions, le modèle français, les droits acquis, le refus de tout ce qui peut sembler de proche ou de loin proche du modèle anglo-saxon. La question, elle est la suivante. Oui ou non, est-ce qu'on considère que la liberté est plus efficace que la contrainte ? C'est pas poser la question en termes un peu qui est contre la liberté. Un peu, oui, attendez, mais la liberté d'agir. J'ai compris. Et deuxièmement, quelle est la nature des contraintes qu'on doit imposer pour que la règle du jeu soit respectée et que les forts ne tirent pas profit de leur force exagérément. Voilà le débat français. C'est toujours le même depuis 50 ans. Le problème n'est pas la liberté face à la contrainte en France. Le problème est le principe d'efficacité ou le principe de justice qu'on a souvent considéré en France comme étant cette fameuse tendance à l'égalitarisme. Et c'est ce qui se passe. En France, finalement, et les Français sont un peu dans cette situation. Quand on dit aujourd'hui, ils sont d'accord pour les réformes, mais ils sont contre chacune des réformes, ils ont tendance à être contre chacune des réformes, pas toutes, mais assez souvent, parce qu'ils font le procès que cette réforme va, au nom de l'efficacité, réintroduire de l'injustice. Et toute la question est là. Et la question est finalement, le libéral a tendance à dire, laissez-nous faire beaucoup de choses sans contrainte parce que nous avons des inégalités, mais elles sont efficaces. Et finalement, ça va être de la justice parce que toute la société va en bénéficier. Et le courant français résistant au libéralisme, je dirais, a tendance à dire non, nous on veut d'abord préserver les égalités avant la croissance, mais avec des sacrés paradoxes. Et juste pour vous montrer une particularité française, je termine là-dessus. Regardez la question du rapport aux successions, aux droits de succession. L'une des premières mesures de Nicolas Sarkozy a été d'exonérer encore plus de successions. Le fait de ne pas taxer les successions est vraiment la preuve d'une tendance à ne pas être libéral. Le libéral a tendance à dire il faut alléger l'impôt sur celui qui produit et il faut plutôt alourdir l'impôt au moment où la personne décède et où on remet dans le pot commun. Et la France fait exactement le contraire, comme s'il y avait bien tendance à cultiver cette logique de la terre, cette logique de l'héritage, cette logique aussi qui renvoie d'ailleurs à des courants religieux, puisque Nicolas Sarkozy parle de religion. Nous sommes un pays catholique, nous ne sommes pas un pays protestant, qui est plus souvent une tendance favorable au libéralisme. On dit la France est antilibérale, alors parce que c'est un pays catholique, Édouard Balladur a parlé de toutes les résistances, etc. Mais si l'on s'inscrit dans une perspective, disons depuis 25 ans,
Édouard Balladur a privatisé tout le monde industriel, les banques et les assurances. Donc il a fait franchir, pardonnez-moi, c'est un fait, franchir un bond tout à fait extraordinaire dans la libéralisation de l'économie. Je vous pardonne volontiers. Vous me pardonnez. Moi, je pense que la société française bouge beaucoup plus vite que les élites et que nous sommes, nous, ici, un peu en retard sur la réalité sociale et qu'il y a des millions d'entrepreneurs de tous âges et pas forcément diplômés qui vont avec leurs petites mallettes à Shanghai et au Brésil vendre des produits français, raison par laquelle on est le 3e ou le 4e exportateur mondial. Et puis, peut-être quand même un exemple très concret, Édouard Balladur a parlé des... Alors, est-ce que Sarkozy est libéral ? Alors, il y a un test là-dessus, c'est l'histoire des universités. C'est fondamental, parce que l'économie du futur, c'est l'économie du savoir. Donc, le devenir de la France, il est fondé sur la qualité de l'enseignement supérieur. On prend un retard considérable parce que nos universités sont complètement bureaucratiques et on a fait une demi-loi de la part d'un gouvernement, je dirais, qui est à demi libéral. Vous n'êtes pas d'accord avec M. Balladur? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis plus excessif ou plus intransigeant parce que je considère que l'économie du savoir, c'est essentiel et que l'avenir va se dessiner à ce niveau-là. Est-ce qu'on a les meilleures universités mondiales ? Non, parce qu'elles sont bureaucratiques. On a fait une loi qui est une demi-loi et le problème Sarkozy, c'est que c'est toujours un peu à moitié. On a fait une loi sur l'autonomie des universités qui ne leur confère pas véritablement une indépendance. Par exemple. Voilà, on est un peu dans l'entre-deux. On est un peu dans l'entre-deux. Et cette université est tout à fait vitale, d'un point de vue libéral. Monsieur Laroutourou, qui lui est pour les 32 heures. Alors, monsieur Laroutourou. C'est pas la question tout de suite. Je crois que c'est une erreur d'optique de passer son temps à dire que la Grande-Bretagne fonctionne. Non, mais revenons sur la France. Non. Est-ce que le libéralisme, c'est une question de fond, c'est le sujet de votre émission et c'est une très bonne question. Est-ce que le libéralisme fonctionne ? 2 chiffres pour illustrer la situation en Angleterre. Je suis allé hier sur le site du ministère du Travail anglais. Il y a tellement de petits boulots en Angleterre que la durée moyenne est tombée à 32,1 heures. Les chiffres hier sur le site du ministère du Travail anglais. 32 heures 32,1 heures, tellement il y a des millions d'Anglais qui font 8 heures ou 10 heures. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de loi sur les 35 heures ou sur les 32, mais c'est le marché. Ils ont fait de la productivité comme nous, un peu moins que nous, mais ils en ont fait. Et les chiffres du ministère anglais, c'est qu'on est en moyenne à 32 heures. Ça fait par la précarité. Et en France, on est à 36 et des poussières. 36 et des poussières. En comptant sans compter les chômeurs, mais avec les temps partiels. Donc, vu la productivité qu'on a fait, on va de toute façon en moyenne vers 32. La question est de savoir, est-ce que c'est par la précarité avec des petits boulots et un stress énorme pour ceux qui ont un boulot, ou est-ce qu'on est capable d'avoir des règles intelligentes bien débattues ? Hélas, la gauche n'a pas su pour le moment poser ce débat, mais le modèle anglais, il y a tellement de petits boulots, et du coup, une étude de BNP Paribas montre que seulement les 5% les plus riches ont vu leur revenu réel augmenter. Dernier point, pourquoi il y a une croissance forte ? Comme dit M. Rochefort est juste, il y a une croissance plus forte, c'est uniquement grâce à de l'endettement. La Banque d'Angleterre a sorti il y a 2 semaines un rapport pour dire qu'on était à 2 doigts de la récession en Angleterre. La dette est à 160% du revenu disponible. Merci. L'Angleterre sera en récession depuis 2002 sans augmenter la dette des ménages. Il y a une précarité massive et on pousse les gens à s'endetter dans tous ces pays. Vous parlez de l'Angleterre. Parce que vous montrez des exemples qui ne marchent pas socialement et économiquement. Ce modèle ne marche pas. Le marché, c'est quoi pour vous ? Le marché, c'est quoi ? Le marché, qu'est-ce que c'est pour des millions de gens, de salariés en France tels qu'ils le vivent aujourd'hui ? Le marché, c'est de voir des entreprises faire des profits fabuleux, les dividendes versés aux actionnaires évoluer 4 fois plus vite que les salaires, et les mêmes qui s'en mettent plein les poches, décider du jour au lendemain de fermer une entreprise. Profit des grandes entreprises, allez-y. On nous dit qu'il faut comparer avec l'Europe. Par exemple, la France, c'est le premier pays en Europe pour le salaire des PDG, mais c'est le 14e pour le salaire médian des salariés. Donnez des chiffres, alors là, pour le coup, on a besoin de chiffres. 1 500 € par mois. 50% des salariés du privé gagnent moins de 1 500 € par mois. Je dis bien 1 500 € par mois. 12% des salariés sont aujourd'hui au SMIC, c'est-à-dire avec à peine plus que 1 000 € par mois net. On a 40% des salariés, c'est pas M. Rochefort qui va me détromper, 40% des salariés en France qui ont vu leur salaire diminuer l'année dernière à cause de l'instabilité de l'emploi et du passage. Et de combien se sont augmentés les grands patrons du CAC 40 etc. Les patrons du CAC 40%. Oui. Mais globalement, leurs revenus ont augmenté de 40% à cause de quoi ? À cause des stocks options. Et vous savez ce qui se passe pour les stocks options ? Eh bien, les stocks options, ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales. C'est-à-dire que non seulement ils s'en mettent plein les poches avec ça, mais en plus, ils ne contribuent pas à la solidarité nationale. Il n'y a pas là une mesure d'intervention de l'État, une mesure de justice sociale utile pour la création des richesses à prendre et qui permettrait vraiment de reconnaître la valeur
du travail plutôt que la valeur des actions. On va revenir sur le marché. Le marché. La loi du marché. Alors, on voit les glissements de sens. Hein. L'économie de marché, disait Jospin. Jospin, je le cite, avait dit oui à l'économie de marché, non à une société de marché. D'accord ? C'est quoi le marché ? En l'occurrence, c'est très simple. Là, le marché, c'est un principe d'efficacité. Et je pense à cet égard, parce que il est incontestable. Mais si, la différence est là. La société de marché, c'est une société idéologique. Et l'économie de marché, c'est un principe simplement d'efficacité. Mais qui montre assez bien l'ambiguïté de la France par rapport au libéralisme. Moi, je dirais que la France est un pays qui cherche à être plus ou moins pragmatiquement libéral, mais pas idéologiquement libéral, qui est un pays qui est libéral malgré tout, parce qu'on n'a rien de mieux, mais qui ne l'est pas de cette façon. Mais alors qui, du coup, est toujours dans les systèmes à demi réussis ou à demi ratés. L'exemple de l'université, je suis d'accord avec ce qu'a dit Guy Sormand. Mais je voudrais, puisqu'on a parlé de l'exemple des patrons, alors il faut parler de l'exemple des patrons. Et j'aimerais bien entendre M. Balladur sur les patrons. Alors permettez-moi juste de dire une chose sur les patrons. Les patrons français, les entreprises du CAC 40, ont revendiqué d'avoir un niveau de rémunération identique à leurs confrères, à leurs homologues américains. Et l'argument qu'ils ont utilisé est de dire il y a un marché mondial des patrons et finalement il faut qu'on soit pareil. Sinon je m'en vais. Quand vous regardez concrètement, il n'y a pratiquement pas, il y en a un ou deux simplement, de patrons français d'entreprises qui sont avec des sièges qui sont aux États-Unis ou ailleurs. Et à l'inverse, les patrons français, quand vous les regardez, sont presque tous de la même construction de formation. Ce sont des anciens hauts fonctionnaires qui ont été nommés par des logiques de cooptation. Et ce que je veux dire, c'est que nous sommes typiquement dans une situation qui est une espèce de mélange, une espèce d'ancien système où, comme on le dit, les fonctionnaires pantouflaient en dirigeant des entreprises, ce qui est le contraire. C'est-à-dire ces chantres du libéralisme sont eux-mêmes d'anciens fonctionnaires. Avec malgré tout des avantages de libéralisme. Et c'est très souvent ça, la France. Cette espèce de mélange entre deux qui fait que, du coup, les vrais libéraux ont du mal à en convaincre les Français de l'intérêt du libéralisme à cause de cela. Oui, mais juste pardon. Une incise. Oui, mais ensuite, M. Balladur sur les patrons, sur le salaire des patrons. Non, parce que vous avez demandé qu'est-ce que c'est que le marché. Qu'est-ce que c'est que le marché ? Oui. Et le marché, alors là, je crois que les libéraux, depuis 30 ans, ont profondément révisé leur position et leur théorie. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, le marché était considéré comme un jeu à deux, l'offre et la demande, le patron et le salarié. Aujourd'hui, la science économique a beaucoup évolué, le marché est un jeu à trois. C'est-à-dire que vous avez l'entreprise, le salarié et vous avez un régulateur. Donc le libéralisme moderne n'est plus ce qu'il était naguère. Et le vrai débat aujourd'hui au sein du camp libéral, c'est qui est le régulateur ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que ce sont des agences de notation ? Mais il est clair que le marché est un jeu avec un arbitre. Oui, et là, encore une fois, on est dans une définition. Pardonnez-moi, là, je vous fais simplement une photographie de l'état de la science économique et de la position libérale. Je dis simplement que les libéraux aujourd'hui n'ont pas les mêmes positions qu'il y a 30 ans. Nous reconnaissons la nécessité de l'arbitre. De la régulation. Absolument. L'arbitre qui fixe la règle du jeu. Monsieur Balladur. Je voudrais quand même rappeler, si vous me permettez quand même, que mon libéralisme pragmatique m'a conduit à développer beaucoup la participation, l'actionnariat salarié, la présence des représentants du personnel salarié dans les conseils d'administration des entreprises, et que je crois être le seul à avoir déposé, sans succès d'ailleurs, une proposition de loi il y a quelques années pour réglementer les stocks options. En revanche, j'ai remporté un succès puisque j'ai pu faire voter une proposition de loi qui essaie de favoriser davantage la distribution d'actions gratuites plutôt que les stocks options qui ont un caractère spéculatif ou d'incitation à la spéculation. Je le dis comme je le pense, et moi, plus j'y réfléchis, moins j'y suis favorable. Le salaire des patrons français. Alors, le salaire des patrons... Non, oui, qu'on y aille quand même. Oui. On y arrive. Je trouve qu'il y a eu une série d'excès que rien ne justifie, ni la qualité des performances, ni le talent des hommes, je le dis comme je le pense. Ce sont des hommes femmes parfaitement respectables, mais qu'il y a une disproportion trop grande. Et même si on fait un raisonnement arithmétique en disant vous prenez tous les patrons du CAC 40, ça fait tant d'argent, ça n'est rien du tout comparé à la masse des salaires, c'est un mauvais argument. Psychologiquement, moralement, ça donne une mauvaise image.
parce que ça paraît ne pas être justifié. Alors, une fois que j'ai dit ça... Qu'est-ce que je fais? Eh bien voilà, toute la question est là, parce que je n'ai pas encore trouvé... Comment intervenir sur des entreprises privées? Je crois qu'on ne peut guère procéder que par incitation, que par conviction, que les assemblées générales d'actionnaires qui normalement devraient valider et se montrer exigeantes ne le font pas, que si vous dites on va taxer plus fort fiscalement ces salaires excessifs, en fait c'est l'entreprise qui paiera la taxation fiscale et le revenu qui reviendra à ceux qui dirigent demeurera le même. Donc je confesse que, en ce qui me concerne, on ne peut que déplorer, je n'ai pas trouvé la solution, et critiquer. Mais il faut développer une action très forte pour que les assemblées d'actionnaires soient plus exigeantes en la matière, et notamment les actionnaires salariés. Mais alors, Madame Dumas, vous savez alors ce qu'il faut faire? Non, ce que je remarque, c'est que lorsqu'il s'agit de regretter que les salaires des patrons soient à ce point illégitimes, je fais remarquer qu'il y a des patrons en France aujourd'hui qui gagnent 300 fois ce que gagnent leurs salariés, ou 500 fois même, j'ai vu l'un d'entre eux. Et là, on ne parle que des revenus immédiats, parce que ça s'ajoute ensuite avec les revenus du patrimoine, et ça fait des fortunes immenses. Donc là, quand il s'agit de prendre à cela, on regrette, on réfléchit, on parle d'incitation. Par contre, lorsqu'il s'agit de mettre des salariés au chômage, justement pour que ceux-là, les actionnaires, ils puissent continuer à développer les actions, là, on ne se pose pas, on n'a pas d'état d'âme. On le fait. Quand il s'agit, Monsieur Sorman, vous disiez les libéraux ont changé et on estime qu'aujourd'hui, entre le travail et le capital, il faut un régulateur. Mais nous ne vivons pas dans la même France. Ce que nous vivons, nous en tant que salariés, c'est qu'au contraire, par exemple, c'est l'objet des négociations actuelles, des pseudo-négociations actuelles avec le patronat, c'est l'idée de dire, eh bien maintenant, il faut que tout se passe au niveau de l'entreprise et que l'accord d'entreprise puisse déroger à la loi, ne pas appliquer la loi, etc. Donc là, c'est le contraire. Parce que le régulateur, il existe actuellement, et on est en train de nous dire, non, entre le patron et le salarié, il ne faut plus de régulateur, il ne faut surtout pas de syndicat, bien sûr, mais il ne faut même plus de garantie collective. Attendez, Monsieur Sorman, je voudrais vous entendre. C'est ça le débat social actuel en France. Madame Dumas, comment ça se fait qu'il y ait eu 300 000 emplois créés en 2007, et à ma connaissance, on ne vous a pas entendu applaudir? Pourquoi? Les grands bonheurs seraient-ils définitivement muets? Parce que les emplois, il faut regarder la nature des emplois qui sont créés. Nous avons un affaiblissement des emplois industriels, un affaiblissement gravissime pour notre pays de la place de l'industrie dans notre pays. Je pense que nous avons un sinistre en ce qui concerne l'industrie en France et qu'on pourrait souhaiter pour le moins une intervention en matière de recherche-développement pour réorienter... Il y a eu intervention du président. Oui, intervention qui consiste toujours à prendre dans la poche des contribuables, alors que c'est du côté... Ce qu'a annoncé le président hier ou avant-hier en matière industrielle... À Noyelles-Goudou. Oui. Moi, je voudrais faire observer qu'il y a des dispositifs législatifs qui existent aujourd'hui pour que les entreprises qui laissent derrière elles des friches industrielles contribuent à reconstruire le bassin d'emploi, à réinsérer de l'emploi, à réinvestir. Moi, je voudrais bien savoir les chiffres. Alors, les chiffres des emplois... Attendez, Monsieur Rochefort. J'ai d'autres idées, quand même, sur lesquelles je suis persuadé. Non, mais attendez, je suis persuadé, vous êtes une mine. Demandez-moi le chiffre. Je vous demande le chiffre. C'est l'ordre de 200 000. Combien, Monsieur Laroutourou? Oui, l'INSEE cette semaine, c'était dans Le Monde avant-hier, depuis 5 ans, d'après l'INSEE, 470 000 emplois détruits dans l'industrie. Et il y a deux grandes explications. La première explication, c'est la productivité. Ne nous trompons pas dans le diagnostic. Mais oui, mais simplement, ça veut dire que si on fait beaucoup de productivité... Pardon, je peux continuer un raisonnement 30 secondes? On a perdu... Vous détestez les bonnes nouvelles. Mais non, au contraire, je l'écris 3 fois dans mon livre, j'écris 3 fois que c'est une bonne nouvelle. J'écris 3 fois... Si, vous l'avez dit. On pourra aller au bout d'un raisonnement. Il n'y a pas, pour le moment, la production industrielle sur le territoire national continue à augmenter. Soyons concrets, on a perdu presque 500 000 emplois. C'est dramatique pour des millions de familles ou pour des villes ou des villages, mais la production faite sur le territoire national continue d'augmenter l'an dernier, plus 1,5. Donc, ça n'est pas une hémorragie dramatique vers la Chine ou vers d'autres pays. La production, c'est grâce à la productivité qu'on produit beaucoup plus de richesses avec moins de travail. D'où la question du temps de travail qu'il faudra un jour réaborder plus intelligemment. Mais quand même, la question des délocalisations. Quand vous voyez l'évolution des coûts salariaux en Chine, je ne peux pas vous montrer toutes les courbes. Non, s'il vous plaît. Non, mais c'est très important. La Chine est rentrée à l'OMC
après avoir signé des règles du jeu au BIT, au Bureau international du travail, la Chine ne serait pas rentrée dans l'OMC si elle n'avait pas signé des règles sociales. Quand Sarkozy va en Chine, c'est un point fondamental. Nicolas Sarkozy nous a dit cette semaine qu'il aime l'industrie, qu'il aime les usines, mais ce qu'il fait est marginal. Concrètement, est-ce que l'Europe est capable de dire à la Chine, vous arrêtez, on vous donne 5 ans pour respecter les règles du BIT que vous aviez signé. Officiellement, la Chine est à 40 heures. En fait, il y a des millions de salariés qui font 80 heures par semaine. Officiellement, la Chine reconnaît un salaire minimum. Il y a des millions de Chinois qui travaillent pour 1 euro par jour. Donc, est-ce qu'on arrête l'aveuglement et sans conflit, sans protectionnisme, est-ce qu'on donne 5 ans? Est-ce que l'Europe est capable de dire à la Chine, vous avez 5 ans pour respecter les règles? Voilà. Après ça, deuxième point. Mais attendez, non, monsieur Rochefort, s'il vous plaît. Alors, là-dessus, la destruction des emplois défiscalisés, ensuite, j'aimerais avoir... Attendez. La question qu'on doit poser au libéralisme, c'est dans quelle mesure le libéralisme est un humanisme ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il sert les hommes et les femmes qui vivent dans la société? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste, un penseur du libéralisme comme l'a dit Sormand, mais j'ai lu, par exemple, un monsieur que j'aimais beaucoup aux États-Unis qui s'appelle John Rawls et qui nous dit une chose fondamentale, qui nous dit si ça améliore le sort du plus petit, du plus faible, alors le système a du bon. Si au contraire ça dégrade la situation du plus faible, alors le système ne fonctionne pas bien. Et la question du libéralisme, tel qu'effectivement il s'est développé depuis quelques années, est quand même celui-là. Il a quand même plutôt généré un accroissement des inégalités des deux côtés, à la fois par le haut, on a parlé des patrons, mais aussi par la construction des emplois, alors on peut dire précaires à certaines occasions, on peut dire pas assez rémunérés à d'autres occasions. Oui, alors... Tous les pays qui sont dynamiques dans le libéralisme sont des pays qui ont des inégalités qui sont absolument considérables. Et c'est bien l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, en France, nous sommes hésitants par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Deux choses. Oui, c'est en cela qu'il faut un système régulé, qu'il faut un système dans lequel il doit y avoir un minimum de protection. Bien entendu. Mais je voulais dire, on peut être extrêmement concret. On sort un peu de la Non. Alors attendez, pour revenir sur le sujet, je voulais simplement dire, est-ce que la France a trop ou pas assez de libéralisme? Je pense qu'elle en a trop dans certains domaines et elle n'en a pas assez dans d'autres. Alors, puisqu'on a parlé des entreprises, prenons l'exemple précis. Je pense qu'il y a trop de libéralisme quand on donne des stock options et pire encore, des parachutes dorés, c'est-à-dire des récompenses à des patrons qui n'ont pas réussi. En revanche, les petites entreprises, parce que le patron d'une PME qui nous écoute en ce moment, il doit se dire, mais ils sont fous quand ils parlent de 800 fois, parce que ce n'est pas du tout leur situation. Mais nous avons en France... Donner des stock options, ce n'est pas un signe de libéralisme, et donner des parachutes dorés non plus, ne faisons pas des assimilations. C'est une perversion, je pense. Oui, une perversion du comportement libéral ou dirigiste, ça n'a rien à voir. Attendez, j'aimerais une réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, par exemple, parce que réguler, ça veut dire quoi? Il faut inciter les patrons de PME à croître, à devenir des entrepreneurs qui, lorsqu'ils ont 49 salariés, n'ont pas peur d'en avoir 5 de plus. On les incite, par exemple, en supprimant les seuils qui sont aujourd'hui très pénalisants, qui font que, par exemple, le problème, on a commencé, mais pas assez. Attendez. Moi, je vois tous les jours, aujourd'hui, des patrons de PME, dans beaucoup de domaines, dans le BTP, qui disent « Moi, j'ai plus envie de croître ». Finalement, et ça c'est une situation difficile, j'ai des carnets de commandes qui sont pleins depuis 1 an, depuis 2 ans. Si on veut des PME qui exportent, comme vous l'avez souhaité à travers le monde, il faut qu'ils soient plus créatifs, plus savoir inciter à croître. Monsieur Sormand. Les libéraux ont des outils illustration, défense. Les libéraux ont des action-réaction, action-réaction, comme on dit dans les choristes. Action-réaction. Je rassure Madame Dumas, nous vivons dans le même pays. Simplement, vous voyez plutôt les mauvaises nouvelles, moi je vois plutôt les bonnes, et je me réjouis plutôt des... Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez vu la réponse? Je ne sais pas si ça s'est vu à l'écran. Je ne sais pas si ça s'est vu à l'écran. Madame Dumas a fait ça. C'est-à-dire France du haut et France du bas. Elle a dit, c'était ça le geste qu'elle a fait. Non, parce que la caméra, je ne sais pas si elle était sur Madame Dumas à ce moment-là. Monsieur Sormand. La France du haut, c'est-à-dire la France de la nomenclature. Vous êtes dans la nomenclature française. Bon. Et alors maintenant, je voudrais faire une proposition concrète à l'observation de Rochefort. Alors, à votre observation, qu'est-ce qu'on propose concrètement? Bon, je crois que c'est très concret. On sait très bien, les diagnostics sont clairs, qu'une des raisons pour laquelle les entreprises petites et moyennes ne se développent pas et pourquoi les artisans ne se développent pas, c'est qu'ils ne recrutent pas de peur de ne pas pouvoir licencier. Et cette question est absolument centrale. Or, il existe, madame... Pardonnez-moi, mais bien sûr, parce que moi je ne suis pas dans la nostalgie dans le passé, je regarde plutôt ces millions de gens qui essaient de créer des entreprises, et comme dit Rochefort, qui ne les développent pas. Pourquoi? Il existe une proposition
faite par 2 économistes français qui s'appellent Blanchard et Tirole, qui est une proposition qui réconcilie absolument la pensée libérale et la tradition française. Cela s'appelle l'impôt sur le licenciement. L'impôt sur le licenciement, c'est un système très simple. On donne aux employeurs la liberté totale de recruter et de licencier. Mais on considère que le licenciement est un drame social, que le chômeur fait peser une charge sur la collectivité et que la collectivité doit le réinsérer. Donc on impose un impôt sur le licenciement qui est évidemment connu à l'avance. Payé par la société. Qui est payé par la société, qui est connu à l'avance. Et non, c'est pas ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, le licenciement est tributaire d'une machine bureaucratique et judiciaire totalement imprévisible et terrifiante, qui fait que le patron, en général, surtout les petits patrons, n'ose absolument pas recruter, car ils ne connaissent pas le coût du licenciement. Nous avons parlé des emplois précaires. 300 000 emplois créés, bonne nouvelle, non? Dit madame. Pourquoi précaire? Je ne comprends pas. Je viens d'entendre, surtout précaire. Mais attendez, elle me dit, regardons sur tous les emplois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment c'est pas comme ça? J'aimerais entendre M. Balladur là-dessus. Juste un mot là-dessus, si vous voulez. Moi, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de dynamisme économique. Nous ne savons pas ce que sera l'économie de demain. Nous ne savons pas. Et qu'est-ce que l'on peut faire? On peut créer une règle du jeu qui va permettre aux gens d'innover. Certains vont échouer, certains vont réussir. C'est par l'innovation, c'est par l'aventure, et des millions de Français ont un désir d'aventure, que les économies redeviennent dynamiques. Mais attendez, oui, on peut être sur le concret, mais je n'ai pas eu la réponse sur les 300 000 emplois créés. Qui dit-on? Alors, allez-y, alors. Et ensuite, M. Balladur. 300 000 emplois créés. Attendez, juste un mot là-dessus. Certains seront précaires et d'autres deviendront de grandes entreprises. Et vous ne savez pas a priori lesquelles. C'est la loi du dynamisme économique. Et du marché. Et du marché. Soyons concrets. Dans l'article qu'a fait M. Balladur cette semaine dans Le Monde, il dit que le chômage recule beaucoup, qu'on a créé 300 000 emplois. Mais l'INSEE dit qu'il y a presque 2 millions de gens qui sont en moyenne à 15 heures par semaine. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas au chômage. Mais d'après l'INSEE et le ministère, ils font un peu moins de 15 heures par semaine. Donc ça veut dire qu'ils ont 460 € par mois pour vivre. Concrètement, M. Balladur, M. Sormand, vous êtes peut-être des enfants. S'ils avaient un boulot et qu'ils gagnent 460 € par mois, est-ce que vous pourriez dire que le chômage a beaucoup reculé ou vous vouliez dire, attendez, il faut qu'on invente un nouveau contrat social? OK, le chômage recule, mais il y a une précarité massive. Et c'est aussi pour ça que même ceux qui ont un bon boulot ont la trouille de perdre leur boulot et n'osent pas demander un travail plus intéressant, mieux payé. À ce niveau-là, on est tous tirés vers en bas. Mais globalement, on a moins d'angoisse sur l'emploi, d'après les sondages. Les Français ont moins d'angoisse sur l'emploi et ça s'est reporté sur le pouvoir d'achat. Mais les deux sont liés. Non, les deux sont liés. Les deux sont liés, oui, mais alors, j'aimerais vous entendre aussi. La question est celle du dynamisme économique. Non, attendez, si vous voulez. Mme Dumas, c'est pas idiot, c'est pas totalement idiot. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est parce qu'il y a... que M. Balladur était consterné tout à l'heure. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, 40% des salariés ont vu leur salaire baisser l'année dernière du fait de l'instabilité de l'emploi. En France, comme on parle des rapports de chercheurs, quand on parle des salaires, on parle du salaire du salarié stable sans se préoccuper du fait qu'il y a de moins en moins de salariés en CDI à temps plein stable. Et puis, d'autre part, on parle de l'emploi et on voit l'emploi précaire se développer et on ne voit pas que quand l'emploi précaire se développe, c'est un affaiblissement du pouvoir d'achat. Mais je veux revenir par rapport à un argument de M. Sormand tout à l'heure qui nous ressort la vieille antenne patronale selon laquelle c'est la crainte du licenciement qui ferait que les employeurs n'embaucheraient pas. Alors, je voudrais prendre un exemple très concret. Oui. Les employeurs nous disent, vous savez, il y a un fort taux de chômage des seniors en France. À partir de 50 ans, on met les salariés à la porte. Et le patronat nous disant que ce n'est pas la crainte du licenciement, la crainte des cotisations pour les plus de 50 ans qui faisait qu'ils n'embauchaient pas les 50 ans. Il y a donc eu un accord interprofessionnel signé, la CGT ne l'a pas signé, il y a plus de 18 mois, qui a créé un CDD spécifique pour les seniors. Donc pas de crainte de licenciement, la possibilité d'avoir un contrat totalement précaire pour les seniors. Vous savez, au bout de 18 mois, combien de contrats de ce type ont été signés en France? Non. Très exactement 20. 20 contrats de travail pour presque 20 millions de salariés dans notre pays. C'est la preuve qu'on licencie facilement en France 1 million de licenciements par an. On licencie facilement en France. Et ça n'est pas parce que les salariés sont trop protégés que les employeurs n'embauchent pas. S'ils n'embauchent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir, parce que la croissance n'est pas là, parce que le marché n'est pas là. D'accord. Monsieur Balladur, je me tourne vers vous à ce moment-là du récit. Oui. Ce qui rend la situation aujourd'hui très difficile, très très difficile, c'est que nous sommes dans une mondialisation à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Nous ne devons d'ailleurs pas y échapper, parce que je pense que globalement, elle est plus positive que négative, mais qui est dans la nature des choses désormais, par la circulation des hommes, des capitaux, de l'information, Internet. Nous sommes dans le monde. Alors le vrai défi du libéralisme dans les 20-30 années qui viennent,
c'est pas de dire on va revenir sur la mondialisation, on n'y arrivera pas. C'est de faire en sorte que la mondialisation soit équitable et que tout le monde respecte les mêmes règles, ne fasse pas varier le taux de sa monnaie en fonction de ses intérêts pour exporter plus commodément. Et je reviens à ma conception de base, je m'excuse de me répéter, c'est que le libéralisme, c'est un ordre. Ça ne peut pas être une anarchie. Il faut un ordre avec des règles et des sanctions quand on ne respecte pas les règles. Mais ayant dit cela, là aussi, alors Mme Dumas va peut-être trouver que je pose un problème et je n'apporte pas des solutions, comme pour les salaires tout à l'heure. Mais c'est le problème le plus important que nous ayons devant nous. Et aussi longtemps que nous aurons l'anarchie dans le monde, sur le plan monétaire, sur le plan commercial, et sur le plan des charges sociales, nous aurons les plus grandes difficultés et nous ne pourrons pas revenir en arrière. On ne va pas s'enfermer dans nos frontières françaises en disant « nous, on se retire de la mondialisation, ça n'est pas notre affaire, débrouillez-vous sans nous ». Ça ne se passera pas comme ça. Donc il reste une chose pour la France et pour l'Europe, car la France y arrivera beaucoup plus facilement dans le cadre de l'Europe que seule, c'est évident, c'est de pousser à l'organisation du monde. Dites-moi, j'écrivais comme ça, plan de rigueur. Compte tenu de la conjoncture, c'est ma question finale, et des chiffres, des chiffres qu'on connaît tous, qui sont pas bons, on va les rappeler, si vous voulez bien. Pensez-vous qu'un plan de rigueur soit quasi inévitable après les municipales et nécessaire ? Tour de table ? Non, la réponse est non. Ce dont on a besoin, c'est d'un changement du paysage économique. C'est-à-dire que je suis tout à fait hostile aux petites mesures de détail que l'on annonce au jour le jour. Je crois qu'il faut dire aux Français dans quelle direction désormais on va. La mondialisation est là, nous cherchons à renouer le dynamisme économique. Voici les nouvelles règles du jeu. Ces histoires de plan de rigueur, c'est vraiment un langage politique tout à fait archaïque et du court terme. L'économie ne s'inscrit que dans le long terme. Ben voilà, tac. Madame Dumas. Je dirais rigueur pour un autre partage entre capital et travail au profit du travail. Et par contre, augmentation du pouvoir d'achat, des salaires, des retraites et des minima sociaux, comme le président de la République s'y était engagé. Mais visiblement, pour ça, il a du temps, alors que les profits, par contre, s'accumulent beaucoup. Vous allez nous redire qu'il s'est déclaré comme étant le président du pouvoir d'achat ? Absolument. Je crois que beaucoup de salariés en France l'ont entendu. Ils ont aussi entendu qu'on allait enfin reconnaître la valeur travail. Et là, ils ont le sentiment qu'on les a vraiment pris pour des imbéciles. Mais si Ségolène Royal avait été élue, vous croyez qu'on n'aurait pas ces chiffres-là ? On n'aurait pas ces problèmes dans l'économie en ce moment ? Vous savez, 2/3 de la croissance en France est tirée par la demande intérieure et donc en particulier par le pouvoir d'achat des ménages, des salariés, des demandeurs d'emploi, des précaires. Investir là, c'est investir pour demain. Mais en même temps, ça suppose qu'on répartisse autrement ce qui est accaparé actuellement par les actionnaires. Je répète, les dividendes des actionnaires évoluent 4 fois plus vite que les salaires. Il y a peut-être là une mesure d'équité et de justice sociale à prendre. Monsieur Rochefort. Vous n'entendrez aucun ministre dire qu'il y aura un plan de rigueur. Je ne suis pas ministre, j'ai une liberté de parole. Je pense qu'il faudra que le gouvernement ait davantage de rigueur. Je suis, comme Édouard Balladur, convaincu que la présidence française et les comptes publics sont très préoccupants et nécessitent qu'il y ait davantage, effectivement, de serrage de vis. Alors, on va serrer de vis. Oui, je pense que, par exemple, sur les suppressions d'emplois au budget 2009, il faudra quelque chose d'assez musclé. Il y aura certainement quelque chose d'assez musclé. Je pense que le pouvoir d'achat doit se défendre par les rémunérations dans les entreprises et pas par une distribution d'argent qui n'est plus dans les caisses. Monsieur le Premier ministre, un mot de conclusion. Libéralisme, encore le vrai libéralisme. Moi, je n'utilise jamais, d'ailleurs, je n'ai jamais utilisé le mot de rigueur, j'utilise le mot de sérieux. Bon, eh bien, je pense que nous devons réduire nos dépenses publiques. Un seul chiffre, depuis 10 ans, les fonctionnaires de l'État, plus 100 000, les fonctionnaires des collectivités locales, plus 400 000. Plus 500 000 agents publics depuis 10 ans. Est-ce que la situation de la France s'est améliorée dans la qualité des services rendus ? Non. Donc, nous avons des efforts considérables à faire et c'est absolument vital pour notre compétitivité et notre autorité en Europe. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame Dumas. Merci, messieurs. Je renvoie à votre livre, le livre noir du libéralisme. Le vôtre, Monsieur Balladur, une 5e République plus démocratique. L'économie ne ment pas, de Guy Sormand. Monsieur, oui, tout à fait, j'ai tout cité. Non, votre dernier livre, Monsieur Balladur, pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on.
de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, madame, merci messieurs.